Et voici maintenant, mesdames, messieurs, le frère Pierre Jérôme, de la communauté des frères Maris, alias frère Untel, interviewé par Judith Jasmin. Frère Pierre Jérôme, tout d'abord, quel témoignage vous venez de recevoir de la part de vos élèves? Je souhaite bien que tous les professeurs, tous les instituteurs puissent un jour en recevoir autant. Mais je vais vous demander une question, moi, à mon tour. Est-ce que vous parlez joual? Mon Dieu, je crois bien que, comme tout le monde, il m'arrive de parler joual. D'ailleurs, je ne m'en suis pas caché. Et ce n'est pas une habileté, remarquez. Parce que... Au début de votre livre, vous en si, parlez. Oui, sans doute. Et puis, regardez ceci. Dans les milieux où nous vivons, et la langue est dans l'état, disons, de corruption où elle est, je pense qu'il est pratiquement impossible d'être toujours parfait, surtout nous les professeurs, qui en définitive improvisons constamment, et peut-être encore plus que vous autres de la télévision par exemple. Oui, vous c'est 8 heures par jour, presque. Peut-être pas par jour, mais disons 10 heures par semaine, j'improvise. Alors il est fatal qu'à ce moment-là, il m'arrive certainement de parler joual. Alors je ne me présente pas comme celui qui ne parle jamais joual, mais je me présente comme celui, par exemple, qui s'en aperçoit quand il parle joual. Et il y a aussi le petit problème suivant, c'est que parfois, je me sens, peut-être que je me trompe, mais je me sens parfois vraiment obligé, disons, de traduire en joual ce que je pense afin d'être sûr d'être compris. Mais je n'en reste jamais au joual. Au-delà, hein? Oui, je retraduis toujours en français. Et ça m'amène aussi à vous poser cette question, c'est un petit peu en marge de votre livre, bien sûr. Est-ce que vous pensez que définitivement, la langue française s'est perdue chez nous? Je crois que c'est une très grosse question. Je vous répondrai plutôt que je suis, après l'aventure des insolences, appelons ça une aventure, je pense bien que c'en est une, je suis plus optimiste que je l'étais avant. Et je me souviens, par exemple, de la réponse que Laurando m'avait faite à la lettre que je lui avais envoyée le 3 novembre, celle dont on vient de parler. Laurando m'écrivait tout à fait à la fin, il y a trop de monde qui désespère pour que la situation soit désespérée. J'ai beaucoup réfléchi à ça ensuite et j'ai vécu sur cette idée. Et je pense bien que la réponse que le public a faite aux insolences, je pense bien que ça l'indique ça, qu'il y a beaucoup de gens qui désespèrent. Et à ce moment-là, rien n'est perdu, je pense. La réaction a été très forte alors. Oh mon Dieu, je pense que oui. Oui, il y a d'abord le fait que le livre s'est vendu, oui. Mais est-ce qu'il y a eu une réaction directe? Est-ce que, par exemple, les gens vous ont écrit? Les gens m'ont écrit, et puis, disons, autour de moi, même des confrères, par exemple, en présence de moi, puis je ne suis pas nécessaire, mais enfin, en présence de moi, ils se sentent parfois un peu plus obligés de faire attention au joual, parce que ça nous arrive à tous de par le joual, je pense. Et comme vous disiez, les gens m'ont écrit, vous remarquez que je ne sais pas ce que c'est que pour vous autres, la télévision, ce que c'est que vous appelez un gros courrier, mais enfin, depuis le début de septembre, j'ai reçu, disons, une couple de 100 lettres. Oui. Et la surprise de ces lettres, ça a été que ceux qui m'écrivaient, qui m'ont écrit, ce n'est pas ceux de qui j'attendais qu'ils m'écrivent. Par exemple, ça a été des ouvriers qui m'ont écrit. Et ça a été des mères de famille, disons pour une bonne moitié. Il y en a un qui commençait sa lettre ainsi, M. Laurando, je la lui ai envoyée pour lui faire plaisir. Il commençait sa lettre ainsi, je vous promets que je vais surveiller mon langage. Voyez-vous ça, un homme de Montréal qui promet à un frère d'Alma qu'il va surveiller son langage. Ça, c'en est toujours bien qu'il le surveille, pas par crainte, parce qu'enfin, celui-là, je ne le battrai jamais. D'abord, je ne bats personne, moi. Je comprends. Mais en fait, tout de même, vous avez l'impression donc que votre livre a apporté quelque chose d'abord à tout le monde, mais que c'est une mise en garde, qu'on va faire attention maintenant. Ben, mon Dieu, je l'espère bien. Et dans cette classe de la société, vous avez parlé surtout du petit peuple, des ouvriers. Est-ce que vous ne pensez pas que dans une autre classe, les professionnels par exemple, est-ce qu'eux aussi ont été touchés par votre livre? Est-ce qu'il y a eu des réactions un petit peu plus... J'en ai eu aussi, pour être juste, et j'en ai eu, disons, de très remarquables. Mais, encore une fois, c'est surtout du côté des ouvriers et des mères de famille, et ça me console, et ça me rassure beaucoup plus, remarquez. Oui. Parce que c'est là qu'est le nombre, et c'est là qu'est le dynamisme, je crois, encore davantage. Et l'autre jour, une mère de famille m'écrivait je crois que c'est de Bellechasse, du comté de Bellechasse, et elle me citait du Pascal dans sa lettre, et puis ça tombait à point. Voyez-vous ça, vous, une Canadienne-Française qui cite du Pascal? Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, vous désespérez moins maintenant? Oui, je suis plus optimiste, je pense. Vous savez qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs à la suite de votre livre, bien sûr, et on a dit que, mon Dieu, ça n'avait pas plu à tout le monde et que vous étiez peut-être... Je crois que c'est fatal. Oui, oui, vous avez pris des risques, bien sûr. Vous aviez été puni et que c'est pour ça qu'on ne vous voyait pas à la télévision, qu'on ne vous entendait pas à la radio. Alors, comment ça se fait que vous êtes là ce soir?
Écoutez, puni, c'est un assez grand mot. Disons qu'on ne peut pas le nier. J'ai été retiré de la circulation un peu. Il y avait là-dedans une mesure de prudence. Je la vois comme ça, moi. Et puis, ça m'a sauvé de plusieurs façons, y compris, disons, nerveusement, parce que ça m'a évité d'avoir à répondre à toutes sortes de demandes. Et puis, ça m'a peut-être évité aussi de cabotiner. Parce que ça va devenir comme ça du jour au lendemain, je crois, une espèce de personnage. Ça comporte un certain risque, vous savez. Ça vous a permis de rester un professeur d'allemand. Oui, oui, tout à fait. Et puis, de ne pas être continuellement obligé de prendre des rendez-vous avec le frère Untel, puis de voir si j'avais absolument les mêmes dimensions que lui. Alors, je vais m'adresser donc au frère Pierre Jérôme. C'est comme vous voudrez. On va revenir, si vous voulez, un tout petit peu encore à cette question du langage, qui forme quand même une des parties importantes de votre livre. C'est peut-être pas tout votre livre, mais c'est une partie importante. Pourquoi, d'après vous, les petits Canadiens refusent finalement d'apprendre le français? Enfin, ils semblent refuser, puisqu'ils ont tant de mal. Vous dites refuser. Voici comment je vois la chose. Un professeur de mathématiques n'a pas besoin, en plus de comprendre ces mathématiques et de les faire comprendre, il n'a pas besoin de les vendre, je dirais, aux élèves. C'est-à-dire de leur faire accepter les mathématiques, ou la géométrie, ou la physique, ou la chimie. Or, moi, j'ai toujours eu des matières que j'étais obligé non seulement de comprendre, ça c'est à voir, et de faire comprendre, mais j'étais obligé en plus de les vendre. J'enseignais le français, la religion un peu, et la philosophie. Et de ces trois matières-là, c'est encore le français que j'avais le plus de difficultés, disons, à placer. Comme on n'y croit pas. On n'y croit pas. Mais pourquoi ça? C'est notre langue, après tout. Du côté des élèves, leur réaction est celle-ci, du moins à haut niveau où j'enseigne, moi, c'est-à-dire dans les 11e et 12e années, 13e, 14e années. Eux se disent, eh bien, ça fait 15 ans qu'on en fait, ça fait 14 ou 11 ans qu'on en fait. Quand j'arrivais en classe et que je disais aux élèves, bien, Grovis, telle page, ben, les élèves disaient, ça fait 11 ans qu'on est là-dedans. Ça, c'est leur réaction. Remarquez qu'ils n'en savent rien. Dans une classe, une école de 400 élèves ou de 500 élèves, moi, j'ai toujours mis au défi n'importe qui de me trouver un élève qui pouvait faire un paragraphe parfait. Ou encore, de dire 2 phrases bout à bout. Maintenant, vous disiez, moi je dis, il faut vendre le français. Et vous vous demandez pourquoi il faut qu'on en ait réduit à ça. Je crois que, comme explication, il y aurait peut-être ceci, c'est que chez nous, le français n'est pas associé, au Canada français, à la puissance ou à la technique, si vous voulez. Par exemple, au Congo, les Noirs parlent français et sont fiers de le parler, parce que pour eux, la France, le français, c'est la force. Et ici, c'est pas ça. Ici, la force est anglo-saxonne. Alors, c'est vraiment une raison psychologique. Je crois que ça en est peut-être une, remarquez, ou c'est celle-là que je trouve pour... Oui, alors ça, elle semble assez logique en tout cas, et c'est dommage. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce que vous voyez qu'il n'y a absolument aucun moyen de se défendre contre ça, qu'il faudra accepter d'être avalé par le monde anglo-saxon, ou est-ce qu'il y aurait des moyens à prendre là, rapidement? On m'accuse de n'en avoir suggéré aucun dans le livre. Je crois que c'est pas tout à fait exact. Parce qu'enfin... Vous conseillez le fusil à un moment. Le fusil, ben, sauf disons que il y a peut-être un peu d'exagération là-dedans. On pourrait peut-être se contenter d'un revolver. Mais comme moyen, j'en ai quand même suggéré. Et je crois que ce que j'ai trouvé de mieux, je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé, mais quelque chose de valable, c'est d'avoir dit, la langue est un bien commun, et elle relève comme bien commun du gardien du bien commun, c'est-à-dire de l'État. Et parmi les 3 suggestions, disons, un peu bouffonnes, que j'ai faites touchant le fusil, il y en a une à laquelle je tiendrais presque. Il ne faudrait pas me forcer beaucoup pour me faire dire, vraiment, est-ce qu'on fait ça, on applique ça tout de suite? Je dirais oui. C'est celle où je demande à la police provinciale, très chère à beaucoup de gens, de descendre en une seule nuit tout ce qu'il y a d'enseignes commerciales anglaises, en autant que ces enseignes commerciales anglaises, disons, pour ne pas être raciste, sont sur des maisons canadiennes-françaises. Oui. Ça, je ne serais pas loin d'appliquer ça tout de suite. Ce serait en effet un des moyens. Mais vous avez parlé justement de l'État. Et vous dites, l'État, c'est un bien commun. Vous parlez même, vous dites, un mot vaut bien une truite, puisque l'État sauve les truites, pourquoi pas sauver les mots? Oui. Hein? À ce moment-là, je pense que c'est là que la langue accède au niveau du bien commun et qui doit être défendue, comme ces choses-là sont défendues et qui ne valent pas un mot. Oui. Par la loi, alors, par la loi et par des mesures punitives.
Alors qu'est-ce que vous, par exemple, vous auriez pensé éventuellement, il n'y en est plus question maintenant, mais éventuellement vous auriez pensé d'un ministère de l'Éducation? Est-ce que ce n'est pas une façon justement de l'État de prendre les choses en main? Alors là, vous parlez d'un ministère de l'Éducation et vous me mettez dans le bain. Alors, voici, bien nager. surveillez-moi bien pour voir si je vais faire des pirouettes. Nous avons ici, je pense, un peu peur des mots. Hein? Je fais un bon bout de temps que je le dis pour ce qui regarde la régie interne des communautés. Et je suis bien prêt à le dire un peu aussi du milieu canadien-français en général. Et il y a peut-être certains mots qu'il faudrait désamorcer, un peu comme on désamorce des mines qui traînent après les guerres. Peut-être que laïcisme est peut-être un de ces mots qu'il faudrait désamorcer, peut-être même un peu gauchiste aussi. Et puis, le ministère de l'Éducation est là-dedans, je pense. En définitive, qu'est-ce qui compte là-dedans? Ministère de l'Éducation ou non? Quand on parle d'un système d'éducation, de quoi parle-t-on? Monsieur Maroux, Henri-Irénée Maroux, qui commence, je pense, à être connu dans nos milieux, il passait ici, à premier plan, la semaine dernière, je pense. Est-ce que c'est exact? Oui, Monsieur Maroux dit ceci dans son livre sur l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Un système d'éducation, c'est un instrument qu'une collectivité se donne pour transmettre des valeurs aux jeunes générations. Alors partons de là. Et un instrument comme ça doit forcément travailler sur deux plans, le côté qu'on pourrait appeler matériel ou des structures administratives, et le côté académique. Alors, ministère de l'Éducation ou Conseil de l'Instruction publique, ou appelez ça comme vous voudrez, on n'évitera pas cette distinction. On vient de la faire, on vient de la redécouvrir. Il paraît qu'on la connaissait depuis une centaine d'années. En fait, je pense qu'on vient de la distinguer clairement très récemment, et ce sont des bouches très autorisées qui l'ont fait. Je pense, par exemple, à son éminence le cardinal Léger, qui a très bien dit qu'il fallait distinguer, peut-être aussi c'est M. Gérard-Lajoie, peu importe. Peut-être, il a dit qu'il fallait distinguer... Ils se rejoignent de toute façon. Dans ça, en tout cas. Il fallait distinguer le côté académique et le côté administratif. Ceci étant fait, qu'est-ce qui importe? Le côté administratif a toujours été sous question ou domaine du gouvernement. Un ministère de l'Éducation ne changerait rien à cela. Et même, ça ajouterait peut-être quelque chose. Ça nous permettrait peut-être une critique un peu plus facile. Remarquez que je ne fais pas de la critique quand même une profession. Mais enfin, on aurait moins l'impression, quand on critique, disons, quand on critiquerait le ministère de l'Éducation, de critiquer l'Église, ce serait peut-être moins dangereux. Et ce sera peut-être plus facile aussi. Excusez-moi, j'ai quand même encore une petite idée à poursuivre. Il resterait le côté académique. Là, il y a un certain danger que nous, Canadiens français, nous redoutons, transportant à ce moment-là, ici, des choses qui sont arrivées en France, par exemple, avec le petit père Combe, et puis Jules Ferry, etc. Puis on voit des choses terribles. C'est-à-dire que l'école laïque deviendra automatiquement une école neutre. Voici. Reprenons maintenant la question de Maroux tout à l'heure, la définition de Maroux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une collectivité se donne un instrument pour transmettre des valeurs. Une collectivité catholique, automatiquement, transmettrait parmi les valeurs le catholicisme, la valeur catholique. Et si une collectivité n'est plus catholique, si une collectivité... Vous voyez, c'est laborieux quand même cette question-là. Hein. C'est savant. Je m'en rends bien compte moi-même. Une collectivité catholique, même à travers un ministère de l'Éducation, saurait, je pense, s'organiser pour assurer la transmission du catholicisme. Et une société qui ne serait plus majoritairement catholique, à ce moment-là, même si elle vivait sous ce qu'on appellerait encore un conseil de l'instruction publique, qu'est-ce qui aurait de changé? En somme, rendons à César qui est à César et à Dieu qui est à Dieu. Peut-être un petit peu ça dans Je crois que c'est une des choses qu'on peut exploiter en l'occurrence. Frère Untel, je reviens à votre nom, c'est Oui, celui-là que je connais le mieux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir ouvert une porte? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de gens qui osent parler plus librement? Par exemple, certains mouvements que l'on observe chez les étudiants, est-ce que ça coïncide ou est-ce que ça découle de ce que vous avez écrit? Écoutez, je croirais, pour ce qui est des étudiants, je croirais plutôt que ça coïncide. Maintenant, vous dites, est-ce que j'ai ouvert une porte? Alors, peut-être, mais je ne l'ai pas ouverte seule. Si vous me permettez une comparaison, je pense que les insolences sont arrivées, disons, dans le milieu canadien-français, un peu comme quelque chose qui fait cristalliser, qui fait prendre. Prenons une comparaison.
Et quand l'eau arrive, disons, à 32 degrés Fahrenheit, tout à coup, l'eau gèle, hein, l'eau prend, comme on dit. Le 32e degré à ce moment-là, il n'y a pas plus de mérite. Et puis, au cas où ça tournerait mal, il n'y a pas plus de culpabilité que les degrés qui ont précédé. Je pense que les insolences pourraient se comparer à ça dans l'opinion canadienne-française. Je pense que l'opinion a cristallisé autour des insolences parce que les insolences arrivaient après beaucoup d'autres choses. Mais il y a déjà eu des laïcs qui ont parlé un peu de ces choses-là d'une façon différente et peut-être avec moins de talent que vous. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez fait, vous, apporter davantage. Est-ce que ce serait aussi parce que vous êtes un clerc, après tout? Clerc, disons parce que je suis un frère. Oui. C'est peut-être ça qui est insolite dans l'affaire. Et d'ailleurs, insolence veut d'abord dire insolite. Hein? Ça veut dire autre chose, mais ça veut dire insolite, ça veut dire surprenant. Alors qu'un frère, vous savez qu'un frère, quand même, dans le milieu canadien-français, je ne le dis pas pour me plaindre, peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de pleurnicher. Mais enfin, les frères, c'était pas tellement de choses dans le milieu canadien-français. Alors qu'à un moment donné, on se rend compte qu'un frère dit des choses qui se tiennent debout, qui sont à peu près françaises, et puis qui citent du Monterland, puis du Céline. Alors on se dit d'où qui sort? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, vous étiez plutôt, comme vous dites, les prolétaires de l'enseignement. Mais dans l'enseignement, vous avez parlé de prolétaires. Est-ce que les laïcs aussi ne sont pas les prolétaires de l'enseignement, et même un petit peu après vous? Bon. Si on attache au mot prolétaire, tout simplement le fait que vous n'avez pas d'influence sur la direction de l'enseignement. Ben, à ce cas-là, il y en a plus que nous. De l'influence sur la direction. Ben, écoutez, le département est une affaire strictement sacerdotale, si vous voulez. Ben, là, c'est embêtant. Quand je dis sacerdotal, je veux dire, au département, il n'y a que des prêtres ou des évêques et que des laïcs. Il n'y a pas un seul frère. Et du côté, disons, des inspecteurs d'école, et de tous ceux qui vraiment font les programmes et les contrôles, etc., les frères ne sont pas là du tout. Moi, je m'en plains pas, remarquez. Oui, mais enfin, vraiment, vous êtes absents. Alors, à ce moment-là, je ne vois pas en quoi vous pourriez dire que les laïcs sont plus prolétaires que nous. Ils sont peut-être autant. Ils sont certainement pas plus. Bon, d'accord. Je vous accorde ce point-là. Frère Untel, vous avez lu sans doute ce supplément d'un journal, du Devoir, il faut le nommer, supplément littéraire, dans lequel différents intellectuels canadiens faisaient une espèce d'examen de conscience ou de prise de conscience, et dans lesquels on notait pas mal de pessimisme quant à l'avenir de notre culture canadienne-française. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? D'accord avec eux, c'est une question... c'est vague un peu? C'est vague, si vous voulez, parce que côté pessimiste, je dirais plutôt non. Bien que quand même, quand je dis non, je ne vais quand même pas dire, vous savez, que je rigole depuis que je suis très, très amusé ou très confiant, mais je ne suis pas aussi pessimiste que l'image de ce supplément nous laissait voir. Maintenant, d'accord quant au reste, qu'est-ce que vous voudriez dire? Ben, par exemple, prenons au hasard l'article, par exemple, d'André Langevin, qui était un de ceux-là, un de ces écrivains canadiens, semble dire que nous, on ne s'exprime pas, on n'est pas libre, parce que depuis toujours, on est entouré d'une muraille de soutane, c'était son expression, qui nous empêche de penser. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'ailleurs, je vois bien, et je me souviens de son expression, il disait exactement... Un mur de robe noire nous a, je ne sais pas, caché le monde. Bien, voici. Ça n'a jamais été facile, vous savez, pour l'esprit, disons, de percer. Si vous me permettez de remonter un peu loin, par exemple, c'était pas facile pour les premiers hommes de percer la glace. Et on peut le dire, je pense, au sens figuré puis au sens propre. Puis pour prendre un homme plus connu, les autres ne le sont pas du tout, Socrate, c'était pas tellement facile, vous savez, de percer le conformisme des Athéniens de son époque. Il en est mort, hein? Et puis, pour Jésus-Christ, de percer le pharisaïsme, il en est mort lui aussi. Puis plus près de nous, pensez-vous que Pasternak, pour survivre au conformisme stalinien, pensez-vous que c'était très simple? Moi, je pense qu'ici, au Québec, nous dramatisons un peu tout, aussi bien à droite qu'à gauche. Vous savez, la droite est crampée, puis la gauche est crampée. Il faudrait un peu décramper tout ça. Hein? C'est joual, ça? Cramper, c'est pas joual, je pense pas. Quand on nage et puis qu'on a une crampe, on sait ce que c'est. Alors, voyez ceci. C'est pas facile de percer pour l'esprit. Et puis, parlons, si vous voulez, posons, concédons qu'il y a une contrainte ou une oppression ici au Québec. Il est quand même facile de la percer, à côté de ce que risquent d'autres continuellement. J'ai pris mes risques, je pense, moi. Je le dis sans fanfaronnade.
c'est un mot difficile à prononcer. Bon. Alors, j'ai pris mes risques. J'ai eu la frousse, puis disons, je regrettais un peu, enfin. Et puis on passe, on survit, oui, même assez bien. Et puis, même si je suis moi-même une robe noire, j'ai bien l'impression quand même que j'ai franchi le mur de robe noire, puis on n'en meurt pas. Et depuis quand est-ce que vous avez pensé à écrire ou à parler plutôt de tous ces problèmes-là? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça remonte très loin dans votre adolescence? Ou est-ce que vous jeune... Si vous pensez uniquement aux problèmes d'enseignement, ça ne peut pas remonter très loin parce que maintenant, c'est plus une cachette pour personne. Ayant été malade un bon bout de temps, puis n'étant pas très vieux, alors ça ne peut pas faire longtemps que j'enseigne. Alors, disons que aussitôt que j'ai commencé à enseigner, j'ai été pris avec ça, avec ce problème, avec ce presque désespoir d'enseigner le français. J'ai été pris tout de suite avec ça, et tout de suite, j'ai songé à en parler à d'autres, à le dire à d'autres, un peu comme un homme appelle au secours. Exactement comme ça. Vous êtes du Saguenay. Est-ce qu'il Oui. y a au Saguenay, est-ce que le tempérament Écoutez, des... quand même, je ne veux même pas me faire, disons, 50 000 ennemis en identifiant sans plus Saguenay puis Lac-Saint-Jean. Ah bon? Ah, écoutez, on y tient, nous, à ça. Vous êtes... Moi, je suis du Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean. plus proprement. Bon. Est-ce que c'est dans le tempérament des gens du Lac-Saint-Jean de parler clair, net, franc? Est-ce que c'est... Vous voulez dire, quand Je vous voudrais dites savoir, parler clair... dans votre livre, en tout point, cas. bon, au point de vue idée, alors. Oui. Est-ce que c'est... Je le croirais un peu. Je le croirais un peu. Parce que tout est neuf là-bas. Tout est pionnier. Puis si vous me permettez de reprendre l'expression, tout est un peu bûcheron. Alors voilà pourquoi on songe un peu à la hache automatiquement, peut-être. Alors, tout étant jeune là-bas, et puis le pays exigeant énormément des gens, parce que le climat est impossible. Hein. Alors, on est obligé d'être plus dynamique, je pense, plus pionnier, plus audacieux, plus jeune. Alors peut-être qu'il y aura quelques éléments à chercher de ce côté-là. Bon, ça sera pour vos historiens, ça. Oui. On vous a reproché, en somme, de ne pas avoir demandé l'imprimature. Est-ce que ça a été volontaire de votre part? Oh là là, ça c'est une grosse... Je reviens encore des petites questions. Ah ben oui, ça marche. Imprimatur, bon, voici. J'avais quand même, pour la plus grosse partie des insolences, la plus grosse, pour ce qui me regarde, celle à laquelle je tiens le plus, c'est celle qui contenait proprement de la doctrine, au lieu des simples critiques ou des simples insolences. Pour la lettre à un jeune frère, j'avais proprement l'imprimatur de l'Évêché de Québec. Là, ça, c'est la sainte paix de ce côté-là. Et quant au reste, c'était un recueil de lettres au devoir que j'avais publié sur une période d'1 an, ou presque, pour lesquels, sans doute, je n'avais reçu aucune espèce d'approbation officielle, mais pour lesquels je n'avais reçu aussi aucun blâme. Alors moi, j'ai raisonné comme ceci, imprimatur pour la partie qui compte, pour le reste, rien, ce qui m'a paru équivaloir à un demi-imprimatur. Alors j'ai fonctionné avec un imprimatur et demi, si vous voulez, et puis il m'en aurait fallu 2. Il nous reste seulement, malheureusement, quelques secondes. Déjà. Déjà, vous savez, ça a passé vite, hein? Vous écrivez au début de votre livre que c'est une citation de Unamuno sur celle-ci. On te lapidera, c'est la citation, si tu brises les chaînes de la couardise qui te retient prisonnier. Vous, est-ce que vous vous sentez un peu lapidé dans votre milieu? Dans mon milieu, non. Non? Du côté des frères, vous voulez dire? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et dans les autres milieux? Un peu. Un peu dans d'autres milieux où on dit que je suis à l'index ou tout ça. C'est pas vrai. Eh bien, je vous remercie, frère Pierre Jérôme, et à vous qui êtes engagé dans cette aventure et qui en avez pris le risque en souriant, eh bien, premier plan vous souhaite bonne route. Je vous remercie.